Bonsoir à tout le monde, bonsoir Stéphanie, bonsoir Yacine. Moi, je vais vous parler en fait, l'angioplastie ambulatoire sur la clinique générale de Marignane, un sujet qui nous est très cher au docteur Naïd Saïdi et moi-même. Donc, je vais vous en parler sous forme d'un cas clinique. C'est notre quotidien. C'est un cas assez classique qui arrive à Marignane et je pense dans beaucoup de centres publics et privés en France. Ah, il faut cliquer. Alors, attendez, pardon, j'aurais dû ça, parce que je me vois que moi. Alors, c'est le cas d'un homme de 63 ans, jeune retraité, donc qui décide de faire un bilan de santé auprès de son médecin généraliste. On lui découvre un diabète. C'est un ancien fumeur. Il lui décrit des douleurs thoraciques depuis 4 ou 6 mois qu'il a négligées. C'est des douleurs qui sont à l'effort, pas toujours, en sachant qu'il est plutôt sédentaire, donc il n'y a pas spécialement prêté attention jusqu'à qu'il fasse un examen complet avec son médecin généraliste. Dans les suites, son médecin traitant l'adresse à la clinique de Marignane pour une consultation de cardiologie. Et ce que je vais vous montrer, c'est ce qui se passe dans un intervalle d'à peu près 10 à 15 jours de prise en charge. Alors là, non, il faut cliquer. L'examen clinique, je ne vous l'ai pas mis, est strictement normal, tension normale, électrocardiogramme normal, échographie cardiaque au repos normal chez ce patient qui n'avait pas jusqu'à maintenant d'antécédents particuliers. On décide de compléter, vu les facteurs de risque et les symptomatologies chez ce patient, tout de même à risque de compléter par un test fonctionnel. Il y en a plusieurs qui sont à notre disponibilité. Le plus simple et le plus disponible, c'est l'épreuve d'effort, mais c'est malheureusement un examen qui a une sensibilité et spécificité assez faible. Et chez un patient à haut risque, comme chez ce monsieur, il n'est pas très approprié. Sachant qu'il a une bonne condition physique, donc on opte pour l'échographie d'effort sur la clinique de Marignane, un examen qu'il arrive à voir dans la semaine grâce à nos confrères cardiologues médicaux. Donc là, il faut avoir un œil un petit peu averti. Donc ça, c'est une coupe petit axe de son échographie d'effort. On voit le ventricule gauche qui est coupé en petit axe, avec la paroi antérieure au-dessus, la paroi inférieure, la paroi septale et latérale. Donc là, on devine, je suis désolé pour la qualité des images, une hypokinésie d'effort. Donc là, c'est en deux cavités, on voit un peu mieux la paroi antérieure. Pareil, c'est vraiment, il faut avoir un œil très entraîné. Étant donné les facteurs de risque, la symptomatologie et surtout la positivité de ce test fonctionnel, on décide d'organiser une coronarographie, plus ou moins une angioplastie en ambulatoire. Qu'est-ce qu'une angioplastie en ambulatoire? Donc, c'est une entrée et une sortie le même jour. On utilise de préférence la voie radiale, ce qui de toute façon représente plus de 90 à 95% de nos actes. Ça permet une augmentation de possibilités de prise en charge de patients avec une diminution d'occupation de lits d'hospitalisation. Ça a bien évidemment un avantage financier pour la structure et surtout, les patients sont plus satisfaits parce que bien évidemment, ils préfèrent dormir au chaud chez eux plutôt qu'à l'hôpital. Malheureusement, jusqu'à maintenant, l'angioplastie ambulatoire il y avait 3 obstacles importants. Le plus important, ça reste bien évidemment la clinique, c'est-à-dire la sécurité pour les patients. Ensuite, il y a eu un obstacle qui n'est pas négligeable, qui est économique. Et le troisième, c'est l'organisation de cette angioplastie ambulatoire pour qu'elle puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Pour la sécurité des patients, les deux craintes principales des cardiologues interventionnels après un acte de coronarographie et surtout d'angioplastie, ce sont essentiellement la thrombose de stent, enfin la thrombose de stent après l'acte d'angioplastie, c'est-à-dire une fois que le patient a quitté la table. Donc, c'est la thrombose de stent et le saignement ou la complication vasculaire au niveau du site d'abord vasculaire, qu'il soit radial ou fémoral.
La première étude qui a été publiée pour l'angioplastie ambulatoire, c'était déjà en 1994, déjà dès les débuts donc, de l'angioplastie coronarienne. C'était une étude sur une petite cohorte qui avait montré une excellente sécurité de l'angioplastie en ambulatoire déjà à l'époque sur des patients extrêmement sélectionnés. Depuis, de nombreuses études ont été publiées et il y a cette méta-analyse donc, publiée en 2013 qui comprend plus de 12 000 patients où on ne trouve absolument aucune différence significative en termes de mortalité, de thrombose de stent ou de saignement, ni de complications vasculaires agitrantes entre l'angioplastie faite de manière classique, c'est-à-dire avec 1 à 2 nuitées d'hospitalisation, ou en ambulatoire. L'évolution de la coronarographie diagnostique en ambulatoire en France de 2015 à 2020, on voit qu'elle est déjà quand même bien développée puisque ça représente 35%. Enfin, ça représentait 35% des actes de coronarographie diagnostique en France et qu'elle a doublé en 5 ans, entre 2015 et 2020, passant de 35 000 à 70 000 actes de coronarographie réalisés en ambulatoire. On voit qu'il y a surtout, donc c'est surtout à partir de 2019 que l'augmentation est la plus importante parce que c'était suite au Covid, avec donc la diminution de nombre de lits disponibles en hospitalisation et la crainte, bien évidemment, que les patients nécessitant une coronarographie ou une angioplastie puissent contracter le Covid en hospitalisation. Donc, on a une augmentation de l'ambulatoire de 4% sur l'année 2020 en période Covid, alors que l'activité de coronarographie globale, elle a baissé de 11%. Donc ça, c'est l'évolution de l'angioplastie. Bien évidemment, c'est beaucoup moins, c'est un peu plus confidentiel, mais quand même, elle a été multipliée par 4 de 2015 à 2020. En 2015, elle a représenté que 3%, et en 2020, 8%. Donc, on est passé de 3 800 angioplasties ambulatoires à 13 000 en 5 ans. En fait, ce chiffre est bas parce que malheureusement, mais ça viendra, il y a de nombreux centres qui ne se sont pas encore mis à l'angioplastie ambulatoire, mais ceux qui la pratiquent, ils ont une activité qui est quand même beaucoup plus importante. Donc, on voit cette inflexion depuis mars 2019. Là, ce n'est pas à cause du Covid, mais à cause d'une nouvelle tarification de l'angioplastie ambulatoire qui était jusqu'à maintenant pénalisée par rapport à une angioplastie en hospitalisation classique. Là aussi, malgré une baisse de 10% d'activité d'angioplastie globale sur l'année 2020 à cause du Covid, on a une augmentation de l'ambulatoire qui est d'environ 20%. Donc ça, c'est la tarification avant et après 2019 de la choro et de l'angioplastie dans le public et le privé, que ce soit en ambulatoire ou en hospitalisation. Donc, on voit qu'à partir de 2019, la tarification est exactement la même, qu'elle soit faite en ambulatoire ou une nuit, une ou 2 nuits d'hospitalisation, ce qui a permis bien évidemment aux centres hospitaliers publics et privés de libérer cette activité pour laquelle ils étaient très pénalisés jusqu'à maintenant. Donc, on a vu que l'obstacle clinique n'a pas vraiment lieu d'être si on sélectionne bien les patients, sachant que c'est comme l'angioplastie en général, plus on en fait et moins en fait on a de critères bloquants. Par exemple, au début, c'était vraiment on traitait en angioplastie. Enfin, d'abord, on commence par la coronarographie diagnostique en ambulatoire, voir si ça se passe bien. Ensuite, on s'attaque aux angioplasties plutôt simplex chez des patients qui sont jeunes, qui habitent pas très loin du centre. Et puis, en fait, on se rend compte que l'angioplastie ambulatoire peut être adressée, enfin, peut correspondre à quasiment toute notre patientèle. Les critères principalement bloquants, c'est la compréhension de l'examen par le patient qui n'a pas compris le principe de la coronarographie ou de l'angioplastie, des risques qu'il encourt, et le patient qui habite seul, qui passe la nuit seul chez lui, non accompagné. Mais l'âge et la distance ne sont plus vraiment
des critères bloquants. Et même l'angioplastie en elle-même, on fait de plus en plus d'angioplasties pluritronculaires, des bifurcations, des angioplasties complexes. Si elles se passent bien, qu'on a un résultat qui est excellent et que le patient, dans les heures qui suivent, ne présente aucune complication, on peut lui proposer cette procédure. Donc, plutôt pour des centres entraînés à gros volume. Mais sinon, essayer de sélectionner des patients, voilà, des angioplasties simplex avec des patients qui ont très bien compris l'examen. Donc, l'obstacle clinique, on a vu qu'il n'y en avait pas réellement. L'obstacle économique depuis la nouvelle tarification en 2019 n'est plus justifié. Le troisième obstacle, c'est l'organisation de cette angioplastie en ambulatoire et donc le parcours du patient. C'est limite, enfin, c'est extrêmement important. Il faut de préférence un lieu dédié. Et nous, à Marignane, c'est un hôpital de jour qui existe déjà depuis une dizaine d'années avec une équipe entraînée, dédiée donc à l'hôpital de jour, qui comprend 2 infirmières, une aide-soignante, et donc une organisation avec donc le rôle d'une des 2 infirmières qui est infirmière coordinatrice, qui, elle, gère le dossier du patient en amont, en per-procédure et après la sortie du malade. Donc, une fois que le patient a été vu, une fois que la coronarographie a été programmée par le cardiologue médical, le patient voit un anesthésiste en consultation, donc qui refait un check-up. Ensuite, il est contacté la veille de l'examen par l'infirmière coordinatrice qui s'assure qui lui réexplique le déroulé de l'examen, qui s'assure qu'il a bien tout compris, que quelqu'un peut l'amener et le raccompagner chez lui, passer la nuit avec lui, qu'il a tous les documents, consultation, ordonnance par le cardiologue, par l'anesthésiste, s'il a un bilan biologique qui a bien été fait, qui lui explique comment se préparer pour l'examen avec la douche, le rasage. Donc, le patient est accueilli le jour même par cette même infirmière coordinatrice qui lui explique une deuxième fois, qui revérifie la totalité de son dossier. Et cette même infirmière appelle le patient à 24 heures après son retour à son domicile pour prendre de ses nouvelles. Donc, ça, c'est le service ambulatoire de la clinique de Marignane. Donc, il y a à peu près 25 box qui peut accueillir plus de 40 patients par jour. Des box en individuel. Et puis, nous avons aussi des salons où les patients, parce que la plupart du temps, pour les coronarographies, surtout en angioplastie en ambulatoire, les patients n'ont pas spécialement besoin d'être alités. Ils peuvent être en fauteuil à plusieurs dans une salle commune. La salle de cathé chez nous, elle est à 10 mètres de la salle d'ambulatoire. Donc, les patients peuvent venir en fauteuil et pour certains, même venir debout, mais ils repartent en brancard. Donc, je vous ai mis l'examen coronarographique de ce patient qui avait donc, une ischémie antérieure à l'échographie cardiaque. On se rend compte qu'il y a déjà une lésion sur l'artère coronaire droite moyenne. Donc, il y a une lésion serrée sur l'IVA moyenne qui est responsable de cette ischémie antérieure qu'on décide de traiter par angioplastie. Je ne vous ai pas mis toutes les séquences. Il a également une lésion significative au niveau d'une diagonale de beau calibre qu'on décide de traiter dans le même temps. Donc, le résultat final est satisfaisant. Le patient est totalement asymptomatique. Aucune modification sur l'électrocardiogramme. Donc, le patient retourne à son domicile après quelques heures de surveillance et il revient 15 jours plus tard. Exactement la même chose pour une angioplastie ambulatoire de la lésion coronaire droite. On vérifie bien évidemment l'examen, enfin l'angioplastie qui a été faite 15 jours précédemment. Donc, le patient a un pansement compressif classique qu'il garde 4 à 6 heures. Et ensuite, on repasse le voir à la fin du programme de coronarographie. Donc, généralement, ça fait 4 à 6 heures qu'il est en ambulatoire. Il s'est déjà levé, il a déjà pris une collation, il s'est promené dans le service. Et on autorise la sortie du patient, si le patient est asymptomatique. Si pendant ça, c'est des critères, comment on appelle ça, empiriques,
Enfin, voilà. Donc, bien sûr, bien évidemment, si le patient est asymptomatique, si on n'a pas utilisé beaucoup d'iode, s'il n'y a pas de complications au niveau du point de ponction local, si on a dû passer par voie fémorale, parce que ça peut arriver, même si c'est rare, s'il y a eu un système de fermeture et qu'il n'y a pas, bien évidemment, pas d'hématome, aucun signe de complication locale. Donc là, on autorise le patient à rentrer chez lui. C'est très rare, ça nous est pas arrivé, je crois, sur de l'année 2022 en tout cas, de transformer une angioplastie ambulatoire en hospitalisation. On peut décider avant l'angioplastie, pendant l'examen, on prévient le patient qu'on va devoir l'hospitaliser parce qu'on se lance dans quelque chose de très compliqué. Et généralement, il accepte. Mais quand on fait l'angioplastie, qu'elle se passe bien et qu'il va en ambulatoire, on n'a jamais eu à garder un patient après quelques heures de surveillance en ambulatoire. Donc, ça peut nous arriver s'il présente des symptômes, des douleurs thoraciques. Donc ça, c'est si on a perdu une branche collatérale pendant l'examen, bien évidemment. Si le résultat géographique n'est pas satisfaisant, si on a une modification de l'électrocardiogramme ou l'apparition de troubles du rythme pendant l'intervention, si on a une complication locale, mais ça, c'est quand même assez rapide, c'est même au niveau dans la salle de réveil, généralement. Et si on a été obligé d'utiliser une voie fémorale avec un abord supérieur à French, mais là, c'est que généralement, l'intervention était une intervention très complexe et qui nécessite une surveillance rapprochée, des fois même aux soins intensifs cardiologiques. Donc, on autorise le patient à rentrer chez lui on renouvelle son ordonnance, pas forcément tout son traitement, mais il sort au moins avec une ordonnance comprenant une double antiagrégation plaquettaire. Même si l'on possède déjà une, on lui renouvelle pour 1 mois. On lui réexplique, on insiste sur la nécessité absolue de bien prendre ce traitement une fois par jour sans l'interrompre, sans l'avis de son cardiologue ou sans nous avoir appelé. Il repart avec son compte-rendu d'hospitalisation, si possible le courrier. Et donc, il bénéficie d'un appel de 24 heures. On lui demande de prendre rendez-vous avec son médecin généraliste, son médecin traitant, dans les 10 jours. On essaye de lui prendre rendez-vous avec son cardiologue dans le mois. Où généralement, souvent, les patients, quand ils sont hospitalisés, leur cardiologue leur a déjà donné un rendez-vous programmé et on leur donne le numéro d'urgence pour nous joindre si complications. Pour l'instant, ça n'est jamais arrivé. Voilà, merci pour votre attention. Merci Hicham pour ton excellente présentation qui est très pragmatique, très pratique. Donc moi, je vais être un tout petit peu plus théorique en parlant de la prise en charge de l'infarctus du myocarde, globalement pour insister sur certains points qui sont très importants. Et le point le plus important, c'est le temps. Donc, je suis le docteur Naïd Saidi, je travaille avec le docteur Miliani sur la clinique de Maridiane et on s'occupe de l'angioplastie globale avec lui. Donc, à qui s'adresse cette formation? Globalement, elle va s'adresser à tous les acteurs de santé, médecins généralistes, cardiologues, IDE et même des kinés. Encore récemment, ma propre kiné dont j'avais besoin a eu une douleur thoracique dans son cabinet et elle était un petit peu embêtée sur la façon de gérer, ce qu'il fallait appeler le médecin, pas le médecin, le SAMU ou pas, chez un patient qui avait une douleur dans la poitrine d'un âge certain avec des facteurs de risque. Elle était très embêtée. Donc, je pense que ce type de formation peuvent être des éléments intéressants pour eux. Quel est le facteur pronostic? En fait, ce qu'il faut comprendre dans l'infarctus, c'est le temps. Le but, c'est de gagner du temps. Comme disent les anglo-saxons, time is muscle. L'objectif de ce webinaire, c'est d'avoir le bon réflexe pour avoir la bonne attitude chez le patient. Et on sait que le temps est le facteur pronostic le plus important qui va diminuer la mortalité des patients sur le long terme. On sait très bien que les patients ont été sensibilisés par des campagnes de sensibilisation. Ces campagnes ont des effets qui sont très positifs, qui permettent de diminuer le taux de mortalité. Malheureusement, ces campagnes de sensibilisation voient leurs effets diminuer progressivement dans le temps, d'où l'intérêt des acteurs de santé que nous sommes tous à faire des piqûres de rappel pour nos patients, pour avoir le bon réflexe, appeler le bon acteur de soins, pour avoir le meilleur parcours et le plus rapide. Donc, je vais vous parler, faire un petit bref rappel de la maladie coronaire. C'est une maladie qui est fréquente, grave,
Elle est responsable de 45 à 50 000 décès par an en France. Son incidence est relativement constante et sa mortalité en baisse. Qu'est-ce qui a entraîné une baisse de la mortalité? C'est surtout l'apparition des USIC et des défibrillateurs. La mortalité a baissé surtout en hospitalier, parce qu'en pré-hospitalier, il y a environ 50% des patients qui décèdent. Et le fait de passer de 30% de mortalité à 6%, c'est le fait d'avoir inventé des USIC, des soins intensifs, c'est-à-dire de scoper les malades et de défibriller, car les malades meurent de troubles du rythme ventriculaire à la phase aiguë du myocarde, à la phase aiguë de l'infarctus du myocarde. Et quel est l'objectif, en fait, et la philosophie de la médecine en France, du SAMU? Ce n'est pas d'amener le patient le plus rapidement possible à l'hôpital, c'est que l'hôpital se déplace le plus rapidement possible au patient pour lui amener des soins et le scoper afin de diminuer ses arythmies et cette mortalité. Et ça a été vraiment un franc succès. On est passé de 30% à 6% de mortalité, malgré l'ensemble des médicaments qui sont apparus par la suite dans l'histoire de la cardiologie. On va parler des antiagrégants plaquettaires, la mono, puis la double antiagrégation, qu'elle soit IV, PEROS, les stents, stents actifs, stents nus. La mortalité, globalement, a peu diminué. On est passé de 6% à 4,5%. Donc là, vraiment, l'esprit le plus important, c'est de scoper le malade, d'amener le plus rapidement possible soit l'hôpital au patient, soit le patient à l'hôpital. Donc le temps, c'est la mortalité qui diminue. Quels sont les facteurs de risque? Chez quel patient on doit s'inquiéter? On connaît tous les facteurs de risque des syndromes coronaires aigus. L'étude Hunter-Hart, publiée dans Lancet en 2004, a bien mis en évidence les 9 facteurs de risque qui expliquent 90% des IDM. Ces facteurs de risque, nous les connaissons. C'est le tabac, la dyslipidémie, l'hypertension, le diabète, l'obésité. Je dirais que chez nos patients, les facteurs les plus importants chez un patient qui présente des douleurs, s'il est tabagique, je dirais diabétique par empirisme, on sait que c'est des patients qui sont à très haut risque cardiovasculaire, surtout le diabète. Et ceux-là, il faut les prendre en charge rapidement et efficacement. On a bien sûr des facteurs qui sont protecteurs. Le fait de manger des fruits et des légumes, on va faire une petite publicité, il faut en manger 5 fruits et légumes par jour. L'exercice physique, il faut en faire bouger pour diminuer, en fait, c'est des facteurs protecteurs de la maladie coronaire. Et toujours le paradoxe français sur la consommation d'alcool en faible dose. Est-ce que ce serait protecteur? Probablement via les canins. Bon, on ne va pas trop en discuter aujourd'hui. L'intérêt, c'est de réduire le délai de prise en charge de l'infarctus du myocarde. L'infarctus, comme vous pouvez le voir sur ce cœur, vous avez l'artère interventriculaire ici et vous avez un gros thrombus qui a entraîné une énorme nécrose de tout ce myocarde et qui a entraîné des complications et une mortalité importante. Pour revenir sur la physiopathologie et un peu comprendre le délai de prise en charge, là, c'est un petit schéma qui vous résume l'artère, l'évolution de l'artère dans la vie. Là, c'est plutôt l'enfance et plutôt le patient âgé. Vous avez des stries lipidiques, des dépôts de cholestérol qui se font dans l'enfance, depuis l'enfance. Ça entraîne des sténoses coronaires. Parfois, il peut y avoir des accidents aigus, il peut y avoir du thrombus dans ces artères et entraîner un infarctus. Souvent, ça peut arriver sur des lésions. On pensait que ça arrivait surtout sur des lésions sténosantes, c'est-à-dire que les patients avaient des douleurs avant, puis ensuite, ils faisaient leur infarctus. En fait, donc, la physiopathologie, c'était ce qu'on pensait. En fait, vous avez une plaque de cholestérol ici, le sang qui passait, il y avait des forces de cisaillement. Au niveau de la lésion qui peut être plus ou moins sténosante et donc plus ou moins symptomatique, il y a des forces de cisaillement qui apparaissent, des turbulences en post-sténose qui fragilisent ces plaques de cholestérol qui sont remplies de sang et bien sûr de cholestérol. Ces turbulences érodent ces plaques de cholestérol qui vont former un caillot qui peut être non occlusif ou occlusif. Et on se disait que probablement, souvent, les patients avaient sur ces sténoses des symptômes avant. Or, ce n'est pas le cas. Dans près de 70% des cas, les lésions qui ont donné l'infarctus, ce sont des lésions non significatives. C'est des petites plaques de cholestérol qui se sont rompues et souvent, ça arrive chez les patients jeunes, il n'y a pas de symptômes vraiment annonciateurs avant, donc ils ne connaissent pas leurs symptômes et souvent, ils n'interprètent pas correctement leurs symptômes et ils font un infarctus. Et dans la mesure où ils ne connaissent pas bien leurs symptômes, ils appellent un peu tardivement.
Donc, la plupart des infarctus sont associés à des sténoses très légères. Ça ne prévient pas. Le jeune rentre dans l'infarctus brutalement. Les patients âgés, il y a souvent un angor d'effort qui intervient avant, souvent des symptômes qui nous permettent de les prendre en charge plus tôt. Les sujets jeunes, comme ils rentrent brutalement, ils ne connaissent pas les symptômes, ils appellent tardivement. C'est vrai qu'on ne reconnaît que ce qu'on connaît. Donc, on va passer rapidement. Ça, c'est les différents types de syndrome coronaire aigu. Les différentes formes de syndrome coronaire aigu, c'est-à-dire les cliniques. Vous avez dans un premier temps ce qu'on appelle le syndrome coronaire chronique ou langor stable. C'est les patients qui ont des douleurs thoraciques qui datent depuis plus de 8 semaines. Toujours la même fréquence, la même intensité et la même durée. Ces patients-là ne sont pas des patients graves. C'est des patients qu'on peut gérer tranquillement en ambulatoire et on a le temps. Toutes les autres formes d'angor, qu'on appelle instables, autrefois instables, ou les syndromes coronaires aigus sans sus-décalage du segment ST, ou le syndrome coronaire aigu avec sus-décalage du segment ST, ce sont des formes graves pour lesquelles il faut consulter rapidement. Et surtout, le plus rapidement, c'est l'infarctus du myocarde. Pourquoi? Ça, c'est un infarctus, c'est un cœur qui nécrose. Dans les 20 premières minutes, vous avez une petite nécrose sous-endocardique. Et plus le temps passe, entre 1 heure et 6 heures, plus la nécrose s'étend de façon complète sur le muscle cardiaque. On dit qu'elle est transmurale. Et quand on perd du temps, quand on prend en charge avec un délai important, on voit que l'infarctus va être très important, les dégâts sur le muscle cardiaque vont être importants et la mortalité va être plus importante. Donc, plus on intervient tôt, plus la mortalité est basse. Ici, vous avez en fait une courbe inversée entre la fraction d'éjection et la mortalité. La fraction d'éjection, c'est la fonction de la pompe cardiaque. Plus la pompe est bonne et fonctionne bien, c'est-à-dire qu'elle a eu peu de dégâts, plus la mortalité du patient est basse. Plus la fraction d'éjection est basse, c'est-à-dire que le cœur a eu beaucoup de dégâts, plus la mortalité est importante. On peut superposer ça aussi avec le temps. Plus on intervient rapidement, plus la fraction d'éjection est bonne, donc la mortalité va être basse. Plus on intervient tardivement, plus la mortalité va augmenter. Donc, comme disent les Américains, time is muscle, il faut intervenir très rapidement et éduquer les patients pour qu'ils sachent qui appeler, comment appeler pour intervenir au plus tôt. Qu'est-ce qu'il faut dire donc? Quelle est la définition de l'angor? En fait, quelles sont les douleurs? La douleur classique décrite par Eberden, si je me souviens bien, au XVIIe siècle, c'était une angine de poitrine. On pensait que c'était une angine, des douleurs angineuses, mais en fait, elle n'était pas infectieuse, mais plutôt d'origine pectorale, l'angine de poitrine. C'est quoi? C'est une douleur rétrosternale qui peut être en barre horizontale, à type de constriction, horizontale ou verticale, qui peut être provoquée par des efforts ou des émotions. Elle est soulagée classiquement par le repos ou la trinitrine. Ça irradie dans les mâchoires et classiquement dans les deux bras. Ce n'est pas parce que le cœur est à gauche que ça irradie à gauche et c'est le cœur et c'est obligatoirement le cœur. Et si la douleur est à droite, ce n'est pas le cœur. Non, classiquement, la douleur d'angine de poitrine irradie dans les deux bras, dans les mâchoires. Et souvent, les patients nous la présentent, la décrivent avec la paume de la main. On voit dans nos consultations des patients qui viennent avec des petites douleurs punctiformes par-ci, par-là. Ça, on est quasi sûr à 99%. Ça a peu de chances d'être cardiaque. Par contre, un patient qui vous dit que ça me serre dans la poitrine et qu'il a décrit avec la paume de la main, c'est très évocateur. Deuxième chose, nous, on parle souvent de douleur dans la poitrine. Et on dit aux patients, est-ce que vous avez une douleur? Et non, je n'ai pas de douleur. Mais en fait, les patients ont des gènes et ils n'appellent pas ça douleur. Ça, c'est souvent, on passe à côté parfois du diagnostic. J'ai, par expérience, souvent les patients me disent non, j'insiste, est-ce que vous avez une douleur, une gêne, une pesanteur, un poids dans la poitrine qui irradie dans les mâchoires? Ils me disent oui, j'ai eu ça. Donc vraiment, il faut être très sensible à la façon dont on décrit et il faut vraiment que les patients, il faut insister sur la façon et de leur demander de décrire de façon correcte leurs symptômes. Souvent, les femmes nous disent j'ai une gêne, j'ai pas une douleur, j'ai l'impression que mon soutien-gorge est plus serré que d'habitude. C'est le même soutien-gorge. Et c'est cette sensation d'oppression, de constriction qui est évocatrice. Il faut faire attention parce qu'il y a souvent des atypies. Il y a des formes cliniques qui sont pas celles que je viens de décrire et qui arrivent souvent chez la femme et les personnes âgées. La femme a une mortalité plus importante dans l'infarctus que l'homme
car le délai de prise en charge est plus important du fait d'une symptomatologie souvent atypique et variée. Et dans 30% des cas, les douleurs sont totalement atypiques. Quelles sont les atypies? On a parfois des displays d'effort. Donc, toute symptomatologie à l'effort est un équivalent d'engorge d'effort. La dyspnée d'effort qui s'arrête rapidement à l'arrêt de l'effort fait évoquer un engorge d'effort. Souvent, des patients ont des douleurs dans la poitrine, pas très importantes ou une gêne, et c'est associé à des nausées, vomissements qui sont au premier plan et qui peuvent parfois masquer les douleurs dans la poitrine. Et souvent, ce sont des patients qui font des infarctus inférieurs sur la coronaire droite qui entraînent une réaction vagale avec des nausées et vomissements qui sont au premier rang. Et on pense que ce n'est pas cardiaque et c'est cardiaque. Chez les patients âgés, chez nos patients troisième âge, on peut s'exprimer par une asthénie. Parfois, ce n'est pas ils ont une petite gêne, mais surtout une fatigue très importante. Ça peut être des signes d'infarctus. Vous avez aussi des palpitations et des syncopes. Ça peut être simplement l'infarctus qui se complique d'arythmie ventriculaire, avec une tachycardie ventriculaire plus ou moins soutenue, parfois qui peuvent aller jusqu'à la syncope, qui sont des symptômes atypiques dans les syndromes coronaires aigus et dans l'infarctus. Parfois, on n'a que la douleur du bras gauche. Parfois, on n'a que la douleur du bras droit. Souvent, c'est des douleurs à l'effort qui s'arrêtent à l'arrêt de l'effort. Et toute symptomatologie à l'effort, il faut garder à l'esprit qu'il y a une possibilité que ce soit une coronaropathie importante. Et cette douleur, souvent, vous avez parlé de douleur à l'effort qui s'arrête à l'arrêt de l'effort. Cette même douleur, si elle dure plus de 20 minutes, par définition, on va parler d'infarctus. C'est la définition clinique de l'infarctus. L'infarctus a plusieurs définitions. La définition électrique, c'est le sus-décalage du segment ST sur l'électrocardiogramme. Je vous montrerai un petit sus-décalage après. Vous pouvez avoir la définition biologique, c'est l'élévation de la troponine. On va parler d'infarctus. Vous allez avoir une définition échographique, c'est l'amincissement des parois du myocarde sur la zone nécrotique. Et la définition clinique, c'est une douleur thoracique angineuse qui dure plus de 20 minutes. Jusqu'à preuve du contraire, ça va être un infarctus et il faut le prendre comme tel. Si le patient est chez le médecin traitant, il y a un interrogatoire très minutieux, je ne reviendrai pas dessus, le type de douleur, pesanteur à l'effort, pas à l'effort, rythmicité, ainsi de suite, les symptômes associés. Bien sûr, dans l'examen clinique, on va essayer d'éliminer les autres diagnostics de douleur thoracique qui sont la dissection aortique, avec l'anésie-tension, l'embolie pulmonaire, la péricardite, avec le frottement, ainsi de suite. Quand on suspecte, bien sûr, au cabinet ou un patient qui aurait un infarctus, il faut rechercher dans un premier temps les critères de gravité qui sont la pression artérielle basse, une fréquence cardiaque très élevée. Ce sont les débuts des signes d'un choc cardiogénique, d'autant plus qu'il peut y avoir aussi une dyspnée et un bruit de galop. Assez rapidement là-dessus. Pourquoi? Parce que plus… donc l'objectif, je reviens sur l'objectif d'un bon examen clinique est d'anticiper et de prendre en charge très rapidement les malades. S'il commence un début de choc, il faut vite les transférer dans un centre d'angioplastie pour les revasculariser au plus tôt, le plus vite. Pourquoi? Comme je le remonte ici, vous avez l'atteinte du muscle cardiaque qui va de l'endocarde vers l'épicarde. Là, c'est une ischémie en blanc. Petit à petit, en rouge, va apparaître l'œdème lésionnel périlésionnel et ensuite la nécrose qui va s'étendre entre la première minute jusqu'à la 6e heure, où là, le bénéfice de l'angioplastie persiste encore, mais il diminue de façon très drastique. Et là, les complications de l'infarctus sont très importantes. Donc, quand on suspecte un patient qui a une douleur, une gêne à l'effort ou qui irradie dans les bras, dans les mâchoires, chez un patient qui a des facteurs de risque, ce n'est pas le jeune de 20 ans qui a reçu un coup au rugby, je vous dis j'ai eu une douleur dans la poitrine, c'est le patient qui a des facteurs de risque, qui est tabagique, diabétique, dyslipidémique, obèse, une hérédité ou un ancien coronarien, on a déjà dit la testinté. Il faut prendre ça au sérieux et il faut appeler rapidement le SAMU. Pourquoi appeler le SAMU? Parce que ça, c'est l'hôpital qui se déplace vers le patient. L'objectif, c'est de scoper le malade et éventuellement, s'il fait un trouble du rythme ventriculaire, pouvoir le défibriller. C'est pour ça que je vous ai dit au début, la mortalité a diminué de 30 à 6%, rien qu'en mettant un USIC. En fait, ce n'est pas l'USIC, c'est le fait de scoper le malade, de dépister ses arythmies ventriculaires qui entraînent les 30% de mortalité des patients. Et plus vite vous scopez le malade, plus vite vous allez le mettre en sécurité. Donc, il y a une urgence diagnostique. Est-ce qu'il fait un infarctus? On va éviter les complications de l'infarctus en le prenant rapidement en charge.
et une urgence thérapeutique, plus vite on envoie le patient de chez lui ou de chez le médecin traitant ou du cardiologue vers un centre de cardiologie interventionnelle, plus on va sauver de muscles cardiaques et plus la mortalité va diminuer. N'oublions pas que dans les registres, on a environ 30% des patients qui font un infarctus, qui ne sont pas revascularisés. Les patients qui sont les moins bien revascularisés, les laissés pour compte de la revascularisation, sont souvent les femmes. Pourquoi? Parce qu'une présentation atypique, elle consulte tardivement. Les patients âgés aussi. Souvent, les patients âgés, un des facteurs, c'était l'âge. Quand on prenait autrefois un patient de 90 ans en charge pour un infarctus, souvent on disait on le met dans un lit et on le laisse tranquille. Or, dans aucune recommandation des sociétés savantes, qu'elles soient françaises, européennes, anglaises, américaines de cardiologie, l'âge n'est un facteur limitant à une angioplastie. 90 ans, bon état général, même, il a une espérance de vie qui est plus d'1 an, il faut le revasculariser, l'envoyer dans un centre de cardiologie interventionnelle. Pourquoi il faut l'envoyer rapidement? Là, vous avez l'infarctus du myocarde. Dans les 30% des cas, les complications aiguës, ce sont les arythmies et les morts subites, qu'on va éviter en scopant rapidement le malade et en débouchant l'artère bouchée, donc en revascularisant rapidement. On va limiter les complications à court terme, qui sont l'extension de l'ischémie, les communications, les ruptures du septum interventriculaire, les extensions vers le cœur droit. Tout ça, on va éviter ces complications à court terme et on va diminuer aussi les complications à long terme qui sont l'apparition d'anévrisme et de dysfonction et d'insuffisance cardiaque chez ces patients-là. Rapidement, on évite les arythmies, rapidement, on débouche, il y a moins de complications sur le long terme sur le patient. Donc, en cas de suspicion d'infarctus du myocarde, la première des choses, c'est amener l'hôpital au patient. Il faut scoper le diagnostic, le sus-décalage du segment ST. En même temps que le SAMU fait le diagnostic, ils vont équiper le malade, ils vont le traiter et ils vont l'orienter le plus vite possible. Il faut le reperfuser, il faut l'orienter le plus vite possible vers le centre de cardiologie interventionnelle le plus proche. Donc, il faut qu'il y ait une politique de territoire, un réseau bien étayé, bien émaillé, que le SAMU en France et dans les Bouches-du-Rhône font très, très bien. Dès qu'un patient est proche d'un centre, on l'envoie pour déboucher. Donc, quand un acteur de santé doit appeler le SAMU, sur Marseille, si on prend la population marseillaise, vous avez 750 000 patients marseillais intramuros, et quand on compte la périphérie, il y a 1,5 million d'habitants. Or, le SAMU n'est pas équipé de véhicules médicalisés à l'infini. Les régulateurs doivent choisir parmi les centaines d'appels qu'ils reçoivent tous les jours pour des douleurs dans la poitrine, à quel patient ils doivent envoyer un véhicule médicalisé, scopé, pour diminuer la mortalité et prendre en charge correctement les patients. Quand on doit appeler le SAMU, les acteurs de santé ont l'habitude. J'ai un patient tabagique, diabétique, qui a une douleur thoracique oppressante. Je lui ai fait la trinitrine, ça ne marche pas. C'est évocateur d'infarctus. Et qu'un acteur de santé appelle le SAMU en disant « j'ai un patient qui a un problème d'infarctus », on lui amène tout de suite un véhicule médicalisé sans problème. Là, il n'y a pas trop de difficultés. Le plus difficile, ce sont pour les patients qui appellent d'eux-mêmes, les patients coronariens ou les patients naïfs de coronaropathie. Pour les patients coronariens, c'est des gens qui ont déjà fait un infarctus ou qui ont des stents, pas obligatoirement un infarctus, qui ont eu des stents, donc ils sont cardiaques. Donc, ce qu'il faut leur dire, c'est quand vous appelez le SAMU, c'est ce que je dis à mes patients, quand vous avez une douleur dans la poitrine qui vous inquiète ou qui vous rappelle celle de l'infarctus, vous dites bien au SAMU, je suis un patient cardiaque, j'ai des stents, j'ai une douleur dans la poitrine qui me serre. S'ils ont déjà eu un infarctus, ça ressemble à la douleur de l'infarctus. J'ai essayé la trinitrine, s'ils l'ont, parfois ils ne la font pas, ils n'osent pas la faire, ça ne marche pas. Là, il y a tous les mots-clés pour que le régulateur ne se pose même pas 40 questions. Il va vous envoyer, il va lui envoyer un véhicule médicalisé et non le faire transiter par une ambulance via des urgences et ainsi de suite. Donc ça, c'est des choses qu'il faut rappeler aux patients. Vous êtes cardiaque, vous avez des ressorts. Si ça vous rappelle la même douleur, appelez le SAMU avec ces mots-clés. La même chose pour les patients. Après, notre but aussi, c'est pour les patients naïfs de coronaropathie, des gens qui n'ont jamais eu d'infarctus ni de douleur. Et souvent, comme vous l'avez vu dans la physiopathologie, dans 2/3 des cas, l'infarctus arrive sur des lésions, sur des artères qui présentent des petites lésions. Donc, les gens n'ont pas eu de symptômes d'angine de poitrine. Donc, il faut simplement les éduquer. Quand on a des patients qui ont des facteurs de risque cardiovasculaire, patients jeunes tabagiques,
diabétiques, surcharge pondérale, il faut les sensibiliser en leur disant, bon, le jour où vous allez avoir une douleur dans la poitrine qui vous serre, si ça radie dans les mâchoires, dans le dos, dans les deux bras, appelez le SAMU en disant bien que vous avez des facteurs, tabac, diabète, cholestérol, et la douleur, elle serre très fort. Là, ce n'est pas des petites douleurs atypiques, oh, une petite gêne. Même si c'est une gêne, c'est-à-dire j'ai une gêne, une pesanteur, un poids qui me serre dans la poitrine. Et là, le SAMU va vous envoyer une véhicule médicalisé de préférence. C'est-à-dire que si le régulateur reçoit un appel, j'ai une petite douleur dans la poitrine, j'ai fait du sport, j'ai fait du foot, j'ai reçu un coup sur la poitrine, on ne va pas déplacer un véhicule médicalisé avec le coût que ça rapporte. Et ça veut dire que quelque part, en déplaçant un véhicule médicalisé pour un patient qui n'en a pas besoin, c'est que d'autres auront une perte de chance. Donc, l'objectif, c'est de donner des mots-clés justes au régulateur pour qu'il puisse orienter au mieux le patient. Je vais vous rapporter 2 cas cliniques assez rapides pour illustrer cette prise en charge. Il y a M. I. Dominique, qui est un patient de 74 ans, que j'ai pris en charge il y a 10 jours. C'est un patient qui a quelques antécédents, cholécystectomie, une prostate pour son âge, c'est un peu normal, cataracte. Il y a 15 ans, il a eu une phlébite secondaire, une prothèse de genou. Facteur de risque, il les cumule, surcharge, dyslipidémie, HTA, diabète. Il y a 2 jours, il a eu des petites douleurs thoraciques oppressantes, d'intensité peu importante, très, très fluctuante. Il n'a pas tenu compte. Le soir de son hospitalisation, récidive, environ 15 minutes, sédation spontanée. Il s'est dit, oh, ça part tout seul, il n'y a pas de souci, ce n'est pas grave. Et le même jour, alors qu'il a une petite altercation avec son fils, récidive de 30 minutes. Et là, ça dure et ça diminue, ça repart. Et il s'est dit, bon, je vais consulter mon médecin traitant. Chez le médecin traitant, persistance de la douleur. Notre confrère n'avait pas d'électro, donc vous ne pouvez pas avoir un électro critique à ce moment-là. Il l'examine, tout va bien, aucun signe congestif, les constantes sont très bonnes, l'abdomen est souple, les mollets, nickel. Qu'est-ce qu'il doit faire? Monsieur, vous rentrez chez vous, tout va bien, car tout l'examen clinique est normal, mais il reste quand même une douleur qui est fluctuante et qui n'a pas disparu. Ou bien, vous allez faire une prise de sang, troponine, et on verra. Ou allez aux urgences spontanément ou avec une ambulance, je préviens les urgences, ils vous attendent, ou restez au cabinet, j'appelle le SAMU. Bon, dommage qu'il n'y ait pas d'interactivité et de vote. Je vais répondre pour tout le monde. Rentrez chez vous, tout va bien, ce n'est pas possible. Patient encore en fond douloureux, il a tous les facteurs de risque de la Terre, il ne faut pas le laisser partir. Allez faire une prise de sang, troponine, à bannir. La troponine, selon l'HAS, il n'y a qu'un seul cas où on peut le faire en ambulatoire. C'est le patient pour lequel on ne suspecte pas une coronaropathie de façon importante et dont la douleur date de plus de 48 heures. Là, éventuellement, on peut céder de la troponine, d'autant plus qu'il faut faire un cycle. Là, le patient, il a mal, il a des facteurs. La troponine, quand bien même, si vous la faites de façon précoce, elle est négative, elle sera faussement rassurante et il faut le faire 3 heures après. Là, faire un cycle au cabinet, ce n'est pas possible. Il faut prohiber la troponine dans les douleurs thoraciques récentes aiguës. Aller aux urgences, j'appelle une ambulance. Je pense que ce n'est pas la meilleure stratégie, sauf si vraiment le cabinet est en face des urgences, parce que là, dans le cas d'un infarctus ou d'une arythmie, et vous n'avez pas l'électro, c'est difficile de prendre une décision vraiment de façon correcte. Le patient, s'il fait un infarctus, il peut faire sur le chemin une arythmie ventriculaire et mourir, et donc ce n'est pas la peine. Donc là, il faut que le patient reste avec vous, surveillé au cabinet, et il faut appeler le SAMU. L'hôpital se déplace au patient, et le SAMU se déplacera toujours plus vite que le patient vers l'hôpital. Voilà, quand on appelle le SAMU, l'examen clinique n'est pas modifié, le patient est stable, son électrocardiogramme est assez typique, vous avez une onde de Pardy en inférieur avec un miroir en latéral, il n'y a pas de discussion. Le SAMU, en même temps qu'ils le mettent en condition, qu'ils le scopent, ils le mettent en sécurité, défibrillateur en place, ils mettent un traitement médical, l'héparinotherapie, aspirine, Brilique, la double anti-agrégation plaquettaire et le transfert d'urgence dans la salle de cathétérisme la plus proche. Voici la coronarographie, assez classique, coronaire droite normale. On injecte le réseau gauche, vous avez le tronc commun gauche, l'IVA qui descend ici, et l'artère circonflexe qui descend sur la partie en diagonale. Et on voit une occlusion complète, j'irai en coup de hache. On a juste à mettre j'ai seulement mis un guide BMW, ça a permis de passer le thrombus qui est frais, qu'on voit ici, en blanc.
je l'ai thromboaspiré, j'ai récupéré du caillot. On a fait un stenting direct et résultat, il n'est pas trop mauvais. Il y a un résultat qui est très bon. Il y a un flux qui est normal. L'électro s'est normalisé. Quand le patient retourne aux soins intensifs, donc aucune complication, on l'a gardé 48 heures, il est retourné chez lui. Aucune complication rythmique, aucune complication hémodynamique. La fraction d'éjection conservée. Il a eu son traitement optimal. On lui a expliqué les règles hygiéniques. L'intérêt d'appeler de façon précoce le SAMU. Et ce patient a été pris en charge relativement tôt. Aucune fonction, aucune altération de la fraction d'éjection. Mortalité très faible. Il a pu sortir de façon précoce. Aujourd'hui, aux alentours de 48 heures, 72 heures, les patients sont au domicile. Et donc, ils partent beaucoup plus vite à la maison que ce qu'on faisait autrefois quand ils ont des dysfonctions VG et qu'on les garde plus longtemps. Et ça, c'est par contre une très bonne chose d'un point de vue médico-économique, mais c'est une très mauvaise chose parce que les patients, quelque part, psychologiquement, minimisent la gravité de leur pathologie. Ils rentrent, ils ont mal. Au bout d'une demi-heure, l'artère débouchée, ils n'ont plus mal. Ah ben ça, c'est pas grave. Souvent, ils me disent, je peux rentrer chez moi, docteur, sans avoir compris l'intérêt de l'éducation thérapeutique que nous faisons dans le service. Et quand on les sort à 48 heures, ils se disent, bon, l'infarctus, c'est pas grave. Ils ne savent pas qu'ils ont passé, ils auraient pu mourir dans 30% des cas. Donc ça, c'est une bonne chose, mais c'est aussi malheureusement le petit dommage collatéral qu'on génère par une prise en charge très rapide. Le deuxième cas, c'est un patient, à peu près la même chose, 68 ans, c'est un patient qui n'a pas beaucoup de facteurs de risque, il a simplement un tabagisme et douleur thoracique en voiture en allant pendant environ 30 minutes. Il s'arrête, la douleur persiste. Il doit quand même aller chercher son fils, il venait d'Avignon, il devait aller chercher son fils à l'aéroport et il n'était pas très enclin à appeler ni son médecin, ni le SAMU, ni quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que la douleur, il a eu la même 20 jours auparavant, prolongée, et qui a disparu toute seule. J'ai dit, elle disparaîtra, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. C'est un patient qui, par ailleurs, est quand même coronarien. Il a eu un stent il y a 8 ans avant, mais là, c'était dans le cadre d'une ischémie silencieuse au décours d'une épreuve d'effort de dépistage. Et donc, il n'a jamais eu vraiment de douleur, mais il a oublié son stent. Il n'a jamais eu aucun souci pendant 8 ans. Quoi faire pour lui? Le patient qui appelait en cas de douleur thoracique, est-ce qu'il doit appeler son médecin traitant, son cardiologue, les urgences, le SAMU? Il se disait my toubib or not toubib. Est-ce que j'appelle mon toubib? Et il va appeler son médecin traitant. Et que lui dire? Il lui a dit simplement qu'il avait une douleur dans la poitrine, qu'il le gênait depuis plusieurs minutes et lui a demandé s'il pouvait le recevoir rapidement. Le médecin, à juste titre, lui a dit non. Appelez rapidement le SAMU. Très bon réflexe du confrère. Et le patient a appelé le SAMU immédiatement. Et quand il a appelé le SAMU, il lui a dit, sous les conseils du médecin, j'ai une maladie coronaire, j'ai des stents et une douleur thoracique qui m'oppresse depuis plusieurs minutes. L'électro, malheureusement, avec un fond douloureux quand le SAMU est arrivé, n'est pas très contributif. C'est ce qui est un petit peu embêtant. Donc là, on aurait pu faussement être rassuré, car un électro nous dit pendant la douleur et toujours, s'il est normal, ça a peu de chances d'être coronarien. C'est vrai en général, mais pas tout le temps. Donc, il faut avant tout regarder, avant de regarder la paraclinique, regarder le patient. C'est un coronarien, tabagique qui n'a pas arrêté, il a une douleur thoracique oppressante, ça reste, et c'est un homme de plus de 50 ans, ça reste un patient à haut risque. Où doit l'envoyer le SAMU? Est-ce qu'il doit l'envoyer aux urgences, en USIC, en salle de cathétérisme? Là, on a à peu près la réponse. Si on l'envoie aux urgences, soit on suspecte absolument pas du tout la douleur. Si le patient n'avait plus aucune douleur avec un électro normal, l'envoyer aux urgences, pas de perte de chance. Non plus en USIC, c'est faisable. Salle de cathétérisme, sincèrement, ça aurait été un petit peu ça a été une décision prise en excès chez un patient qui n'a plus de douleur avec un électro normal. Il faut être honnête, il y a peu de médecins du SAMU qui l'enverront direct en salle de cathé. Par contre, un patient qui est coronarien, un fond douloureux qui persiste, avec une oppression dans la poitrine, le faire passer aux urgences, ça va augmenter les délais de prise en charge de quasiment 1 heure. Si vous le faites passer par l'USIC, ça augmente les délais de prise en charge, même si on se dit l'USIC est à côté de la salle de coronographie. C'est faux, il y a une prise en charge qui est augmentée. J'avais fait ma thèse en 2005 à Marseille. Si on passait en USIC, on perdait 40 minutes, 39 minutes exactement.
Quand on passe par les urgences, on perd 1 heure. Quand on passe par de la réanimation médicale, on perdait 3 heures dans le cas d'un infarctus. Par contre, les délais les plus courts, c'est quand on passe directement en salle de cathétérisme. Ce qui a été fait par nos confrères. Voici la coronarographie du patient. C'est à peu près la même chose. Patient qui a une coronaropathie avec un anévrisme de l'ostium de l'IVA qui descend ici, et on suspecte quelque chose derrière. Comme le patient précédent qui a une CX, d'un côté, il y a un sus-décalage en inférieur, une belle CX qui prend toute la paroi inférieure. Là, elle ne prend pas toute la paroi inférieure, une petite partie. L'électro, parfois, dans les artères marginales, les électros peuvent être normaux. Là, on a un peu plus de difficulté à passer le guide. Là, on voit que l'artère se finit en queue de radis. L'occlusion n'est pas récente, donc la douleur prolongée il y a 20 jours, c'était le début déjà de son infarctus. On passe avec un peu de difficulté le guide, on réouvre, un coup de ballon, et ensuite on lui met un stent et les choses rentrent dans l'ordre. Donc, la même chose pour ce patient. Évolution favorable du patient sans aucune complication, toujours par voie radiale, donc on a gagné un peu de temps. On a diminué aussi le risque de saignement voie radiale versus voie fémorale. Là, la fraction d'éjection a un peu souffert. La normale, c'est supérieur à 60. On est à 50% avec une hypokinésie latérale. Il risque de récupérer. Ça, c'est parce qu'il a pris du temps. Il aurait dû en fait venir la première fois si on l'avait éduqué. Patient coronarien, tabagique, douleur oppressante qui était prolongée, plus d'une demi-heure. C'était déjà son début d'infarctus. Et bon, il a de la chance. L'artère s'est probablement rétrécie et bouchée tout doucement. Donc, il y a un phénomène de conditionnement qui a permis de passer le cap et surtout ne pas avoir une grosse dysfonction VG. Beaucoup de chance, ce patient. Donc, on va lui faire un traitement classique, sa double antiagrégation plaquettaire, sa statine. Fraction d'éjection étant à 50%, les bêta-bloquants ne sont pas indiqués de façon formelle comme autrefois, parce que la fraction d'éjection est supérieure à 40%. Et la même chose pour les IEC. Fraction d'éjection quasi conservée, les IEC ne sont pas obligatoires. Là, on diminue le traitement minimal, mais optimal, c'est la double antiagrégation plaquettaire, les statines chez ces patients-là, avec un délai d'hospitalisation qui est court. Donc, on diminue la quantité de médicaments qu'on donne aux patients, on prend en charge de plus en plus rapidement, leur temps d'hospitalisation est diminué. C'est ce qui minimise un petit peu la gravité de la maladie coronaire dans la tête de nos patients. Donc, c'est pour ça qu'il faut continuer à faire de l'éducation, faire des piqûres de rappel, des campagnes de sensibilisation pour leur dire que la maladie coronaire, même si ça leur semble rapide et pas grave, ça reste quand même quelque chose de très grave et dont la mortalité en phase aiguë peut être de 30% si elle n'est pas prise en charge correctement. Donc, grosso modo, pour finir, ce que je vous disais par rapport à la physiopathologie, les lésions sur des infarctus sur des artères peu sténosées, ça donne peu de symptômes et souvent les patients ne connaissent pas leurs symptômes et ils appellent un peu tardivement. Pourquoi? Parce qu'on ne reconnaît que ceux que l'on connaît, s'ils n'ont jamais eu de symptômes, s'ils n'ont pas été sensibilisés, si on ne les a pas éduqués correctement, surtout les patients à risque, tabagiques, diabétiques, ainsi de suite, il faut leur parler de l'infarctus et des symptômes, ils ne consulteront que tardivement. Il faut leur expliquer les symptômes patients. La douleur, c'est un équivalent de pesanteur, de poids, de gêne, de dyspnée. Tout ça, si c'est des symptomatologies à l'effort, qui s'arrêtent à l'effort, quand elles deviennent constantes, ça peut être un infarctus. C'est des équivalents d'engorge d'effort. Il faut consulter. Et il faut souvent éduquer les patients à donner les mots-clés au SAMU pour qu'on puisse orienter, envoyer le bon véhicule, la bonne équipe au bon patient. Et surtout, essayer de gagner du temps parce qu'en appelant rapidement, en reconnaissant rapidement les symptômes, en ayant la bonne équipe, pas envoyer une ambulance qui se rend compte que c'est un infarctus, qui rappelle le SAMU pour envoyer une équipe médicalisée, on perd du temps. Donc, il faut vraiment que les patients soient éduqués pour appeler rapidement. Plus tôt on appelle et plus on sauve de muscles cardiaques. Voilà.